Le musée archéologique d'Istanbul est un ensemble de 3 bâtiments, dont le principal, où nous sommes, est dédié aux objets et œuvres qui proviennent des époques grecques et romaines de l'histoire turque. Construit en 1891, il est de style néoclassique et sa façade s'inspire du sarcophage d'Alexandre le Grand. Juste en face, un café offre des rafraîchissements dans un parc où sont exposés sculptures, chapiteaux de colonnes et sarcophages ornementés. Une ambiance paisible autant qu'étonnante. Cette tête est identique à celle de la méduse de la citerne basilique d'Istanbul. Depuis quelques années, le musée est en cours de restauration. Le bâtiment a été renforcé contre les risques sismiques. Et afin de rendre les collections plus attrayantes, des vitrines, des panneaux graphiques et des scénographies ont été réalisées pour servir de décor aux sculptures. À l'entrée, une statue de calcaire haute de 4 mètres, représentant, on le suppose, le dieu égyptien Bès, nous accueille. Trouvé à Chypre, il daterait du 6e ou 7e siècle avant Jésus-Christ. Mais quelques incertitudes planent sur ce dieu nain, un Égyptien qui serait représenté de face et avec une barbe bouclée à la syrienne. Les avis sont partagés. La première salle est dédiée à l'époque archaïque, qui débute avec l'ouverture des premiers Jeux olympiques en 776 avant Jésus-Christ et se termine avec les guerres médiques en 480 avant Jésus-Christ. Elle voit l'apparition de la polis, la cité-État grecque, la naissance des premières villes, Athènes, Sparte, Éphèse, et leur expansion dans toute la Méditerranée et la mer Noire. La statuaire est monumentale, avec souvent des influences orientales amenées par le commerce ou les conquêtes territoriales. Les personnages sont bien proportionnés, mais les postures hiératiques, les visages peu expressifs, les vêtements peu dessinés. L'exemple type étant le kouros et la choré, le garçon et la fille, qui ressemblent plus à des allégories du genre qu'à des personnages. L'évolution vers des formes plus réalistes et vivantes s'amorce tout au long de la période. À l'époque classique se tenaient des banquets décadents appelés colloques ou symposiums. C'était non seulement l'occasion de réfléchir et de philosopher, mais aussi d'apprécier les plaisirs de la chair et du vin. Ces dîners étaient exclusivement réservés aux hommes libres de l'aristocratie afin qu'ils animent la soirée avec esprit. Les invités bavardaient, posaient des énigmes ou des caricatures, des flûtistes appelés olétrides les accompagnaient. Après le repas, ils se parfumaient et portaient des guirlandes de myrte ou de fleurs, censées soulager les maux de tête causés par le vin. L'art prend alors une dimension politique avec la célébration des empereurs, des grands hommes influents, une dimension religieuse aussi avec la multiplication des représentations des dieux et des héros, des mythes et des légendes. Et c'est l'esthétique et la décoration qui guident les nouvelles formes, mouvements, courbes, vie, expression des visages, détails fouillés des vêtements, c'est l'explosion. L'époque hellénistique débute à la mort d'Alexandre le Grand en 323 avant Jésus-Christ et se termine à Actium avec la défaite de Cléopâtre en 31 avant Jésus-Christ. Les conquêtes d'Alexandre le Grand ont amené la civilisation grecque jusqu'au fin fond de l'Asie. Au gymnasium, avant les exercices, les athlètes se lavaient puis se frictionnaient à l'huile d'olive pour réchauffer et assouplir les muscles. Ils s'en débarrassaient ensuite à l'aide d'un racloir en bronze appelé strigile avant de se laver à nouveau. Les exercices d'assouplissement étaient rythmés au son d'un holos par un musicien. On pratiquait les jeux de balle, la lutte, la course dans le stade, le lancer du disque, le saut en longueur, la boxe et le pancrace. L'art hellénistique privilégie la représentation de la souffrance humaine et affirme la toute-puissance des dieux.
Il offre les premières représentations de l'âge, du petit enfant au vieillard. Il s'intéresse à la représentation du corps en mouvement et à l'expression des sentiments. Il dramatise les situations. Et il subit de nombreuses influences orientales dans les thèmes et dans la représentation des sujets. La Rome impériale, avec l'arc de triomphe sous lequel passe le général vainqueur, revenant à Rome. Il brandit la couronne de laurier, honneur suprême, et le rameau d'olivier, car il ramène la paix. À côté, le Colisée, où auront lieu les Jeux du cirque en son honneur. La période débute en 27 avant Jésus-Christ et se termine en 476 après Jésus-Christ. 5 siècles pendant lesquels l'héritage grec sera conservé et disséminé jusqu'aux confins du monde occidental. Ces statues de personnages romains sont monumentales, plus de 2 mètres de hauteur. L'empereur Adrien qui écrase au sol son ennemi, malheur au vaincu, avec quelques siècles d'avance. Sappho, la poétesse grecque de Lesbos au beau visage, elle était très célèbre à son époque, mais ses œuvres ne nous sont parvenues qu'à l'état de fragments. Devant une galerie de visages grecs représentant tous de nobles et importants personnages de jadis. Une belle galerie de sculptures. Si l'influence grecque reste évidente, les costumes ont changé. Le Romain porte maintenant des vêtements cousus sous les étoffes drapées. Océan ou Océanos, à ne pas confondre avec Neptune, le dieu des mers. Océan est un titan, fils d'Ouranos, le ciel, et de Gaïa, la terre. Et ses 3000 fils sont les dieux fleuves. Le travail du sculpteur depuis la carrière jusqu'au bloc de marbre que le sculpteur martèle et burine, et aux statues et cariatides qui ornent les façades des bâtiments. Le mythe du combat entre les dieux et les géants illustre peut-être la lutte entre l'ordre et le désordre ou la barbarie.
Et pour finir, une mise en scène des dieux de l'Olympe, communs aux Grecs et aux Romains, avec les conventions habituelles. Le simple mortel est le plus petit. Le demi-dieu est plus grand que le héros. Le dieu est plus grand que le demi-dieu, et Zeus Jupiter est le plus grand de tous. Tyché est la déesse de la fortune, de la prospérité et de la destinée. Cette version est exceptionnelle par la qualité du rendu de la chevelure, les fruits de la coiffe, les plis des vêtements. Elle tient dans ses bras l'enfant Plutos, en grec, ou Ploutos, forme romanisée, dieu de la richesse et de l'abondance. Tyché, qu'on associe aussi à Rhea, la roue de la fortune, qui tourne sous la main d'Aléa, le hasard.